Transformers, à la base, a toujours été une histoire qui parle de guerre. L'affrontement millénaire entre Autobots et Decepticons et l'arrivée de ce conflit sur notre monde, avec en jeu bien souvent les sources d'énergie de notre planète ou un artefact s'étant retrouvé sur cette dernière. On peut rendre le tout aussi édulcoré que l'on veut, avec aucune conséquence ou aucun ressenti de violence, mais d'une manière ou d'une autre, pour qu'une histoire fonctionne, il faudra toujours que les enjeux soient à la hauteur et que les personnages que l'on suit se retrouvent blessés, en danger, ou même soit parfois tué au sein du récit. Mais Transformers a une place bien particulière au sein des univers de science-fiction, étant donné que ces personnages centraux ne sont pas humains, ce sont des robots, plus précisément des aliens à apparence robotique, et pendant longtemps s'est posé la question de comment traiter l'aspect violent de la guerre dans les médias de la franchise. À quel point peut-on pousser la violence dans une licence qui ne fait pas s'affronter des humains? C'est une question assez intéressante que j'ai envie de développer avec vous aujourd'hui. Quelle est la place de la violence dans la licence Transformers? À quel point cette dernière peut-elle pousser le curseur sans pour autant tomber dans de la censure ou des restrictions d'âge sur ses programmes? Mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas de faire un top des morts les plus gore de l'histoire de la franchise, même si on en parlera évidemment, mais plutôt d'analyser ensemble en quoi la violence entre cybertroniens est différente de celle que l'on connaît habituellement entre humains. On va remettre un peu de contexte pour commencer. À l'époque de la première génération de Transformers, la licence était pensée purement pour les enfants. Le cartoon notamment était un dessin animé d'action classique, comme plein d'autres de l'époque. Même s'il y a ce contexte de guerre cybertronienne et qu'Autobots comme Decepticons n'ont de cesse de s'affronter au corps à corps ou en se tirant dessus, peu d'épisodes font véritablement ressentir de sentiments de violence. Même lorsque certains personnages sont littéralement démembrés, comme c'est le cas d'Optimus à un moment, ça n'est jamais montré comme quelque chose de particulièrement douloureux ou en tout cas graphique. Cependant, on sait malgré tout que les cybertroniens ressentent la douleur et peuvent avoir mal. Et ça va avoir une importance toute particulière 2 ans après le début de la série, au moment de la sortie du film de 1986. En effet, la volonté de Hasbro à l'époque était de faire disparaître certains personnages pour en mettre de nouveaux en avant, puisque de nouveaux jouets arrivaient en rayon. Cependant, 2 problèmes se posaient. Déjà, si certains persos des 2 premières saisons comme Jetfire avaient discrètement été retirés de la série petit à petit et qu'on les a un peu oubliés, ça allait être autrement plus difficile de retirer Optimus Prime, Megatron ou autre de l'histoire sans le justifier scénaristiquement. La solution à cela était donc de les faire mourir, tout comme d'autres personnages de chaque camp. Or, à l'époque, il était interdit pour un dessin animé aux États-Unis de faire mourir un personnage à l'écran. À la télé, oui, au cinéma en revanche... Et c'est là qu'est donc arrivé Transformers The Movie, en 1986. Si le style de ce dernier est dans la continuité du cartoon, on ressent dès le début que l'ambiance y est plus pesante, notamment lorsqu'on voit Unicron annihiler une planète entière. Mais ça n'était que le début. On assiste à la mort de plusieurs Autobots iconiques des 2 premières saisons. Ironhide, Ratchet, Brown, Prowl et j'en passe. Des tirs de blaster ou de Megatron en mode alternatif, qui auraient tout au plus fait une blessure dans la série, sont ici suffisants pour tuer des personnages. Une image qui m'avait vraiment marqué étant plus jeune était ce passage de Prowl qui voit de la fumée sortir de sa bouche. Réellement, c'était graphique, et la seule raison qui a fait que ce genre de truc est passé auprès des agences de classification américaines, c'est que les personnages étaient des robots. Sauf que, robot ou pas, tu t'attaches aux personnages de la même façon. Rien ne différencie l'attachement qu'un enfant de l'époque pouvait avoir à Optimus Prime ou aux autres Autobots de l'attachement qu'il pouvait avoir à d'autres persos populaires. Et suite à cela, tout le film poursuit sur ce ton, et pour la première fois dans un média Transformers à l'écran, on craint pour le sort des personnages. Je ne vais même pas revenir sur la mort d'Optimus Prime en détail, car elle mériterait sa propre vidéo tant ça a été un traumatisme pour une génération d'enfants, et indéniablement la mort la plus marquante de la licence. Assez peu de médias Transformers retrouveront ce niveau de choc et de violence par la suite, ou en tout cas le contraste existant entre un côté kid-friendly et d'un coup de l'ultra-violence. Si on prend l'exemple de Beast Wars, la série dans son ensemble est plus violente que la G1, mais reste destinée à un jeune public. Cependant, elle n'hésite pas à tuer certains personnages lorsque c'est nécessaire pour le scénario, ou même souhaité par Hasbro. Tarantulas par exemple a une mort qui m'a limite fait peur la première fois que je l'ai vue, même si dans le fond elle est plus brutale qu'autre chose.
La même chose pourrait être dite pour des personnages comme Trust, Starscream, Smokescreen, Shockblast, etc. dans la trilogie d'Unicron, des morts brutales et inattendues, mais qui sont finalement peu graphiques dans le sens premier du terme. Trust à la limite quand on voit son visage enflé quand il est écrasé par Unicron, ou Shockblast quand il est écrasé par ce dernier, ça peut marquer, mais Smokescreen et Starscream ne sont entre guillemets que tués par des lasers, même si émotionnellement, surtout dans le cas de ce dernier, c'était très impactant. Pour parler un peu de mon expérience personnelle, la série Transformers que j'ai découverte et regardée étant enfant était Animated, dont j'étais très clairement le public cible. Dans cette dernière non plus, la violence n'est pas omniprésente, cependant elle était suffisamment marquante pour que chacune de ces occurrences me reste en tête. La première mort de Starscream des mains de Megatron, les flashbacks concernant Ratchet et Lockdown, mais surtout tout ce qui se passe dans la saison 3, Blur qui se fait écraser par Shockwave, Sari qui manque de tuer Bumblebee, mais surtout la scène qui m'a le plus marqué dans la série étant plus jeune. Who did this? Shockwave. Il faut savoir que déjà à l'époque, Ultra Magnus était mon personnage favori, et si je m'identifiais aux persos principaux comme Optimus Prime ou Bumblebee, Magnus était pour moi la sorte de figure paternelle et protectrice des Autobots, même s'il était dur et lui-même pas exempt de tout reproche. Le découvrir de la sorte, un bras en moins, une partie du corps mutilé, et plongeant ensuite dans un coma dont il ne se réveillera pas, ouais, ça m'a marqué, et c'était une très bonne utilisation de la violence justement, contre la figure supposément intouchable des Autobots, attaquée de l'intérieur par Shockwave, qui montre encore une fois pourquoi il est le meilleur antagoniste de la franchise. À partir de ce moment, j'avais compris qu'on rentrait dans la phase finale de la série, et que plus personne n'était véritablement en sécurité. Jusqu'à maintenant, il y a deux médias que j'ai volontairement évités, et je pense que vous voyez lesquels, les films et les comics. L'un comme l'autre sont des exemples typiques de l'utilisation et la normalisation de la violence au sein de la franchise, pour le meilleur ou pour le pire. Déjà, il faut noter une chose, c'est qu'en règle générale, les comics Transformers ont souvent visé un public un poil plus vieux que les séries animées, davantage des adolescents que des enfants, et c'est pareil pour les films, qui, s'ils peuvent être regardés jeunes, ont des visuels et un humour, ainsi qu'une violence, davantage destinés à une tranche d'âge plus âgée. Et donc, ils incluent un niveau de violence bien supérieur à n'importe quel autre média de la franchise. Ça va avec le côté edgy que Michael Bay a voulu donner à ses films, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Something in Transformers just struck me when I was sitting there. I said to myself, if you can make this really real and edgy, and I saw a couple images that were towards the direction that they would like to take this, and I'm like, that's really interesting. So I think right then and there I was kind of sold on trying to make this idea work. Mais en soi, ça n'est pas un mal. On est déjà revenu sur le problème de la caractérisation d'Optimus Prime dans les films, qui coupe des têtes à longueur de temps, mais le vrai mal là-dedans, ce n'est pas tant qu'il le fasse, mais surtout que le personnage est si peu développé, pour ne pas dire pas du tout, qu'on en vient à penser qu'il est comme ça de base, mais de façon générale, même pour ce qui est des autres personnages, ça se bat toujours de façon violente et parfois brutale, quand ça ne vire pas à l'exécution pure et simple. La mort de Cliff Jumper dans Bumblebee est un autre exemple, pourtant pas dans un film de Michael Bay, d'une mort brutale qui en plus place bien le danger que représentent Shatter et Dropkick. De plus, à l'image des comics sur lesquels on va revenir juste après, les films live ont normalisé le fait que les Cybertroniens aient énormément d'attributs organiques, jusqu'à l'énergon qui rend parfois une couleur rouge sang, et de l'énergon qui gicle on en voit sacrément, en particulier dans le troisième film, qui est à mon sens pas passé loin d'être classé R, car un tel niveau de violence même entre robots n'est pas négligeable, et surtout quand on rajoute à ça certaines morts d'humains, ouais voilà quoi. Mais le principal problème de la violence dans les films live, c'est que bien souvent elle manque d'impact, car la majorité des persos ne sont pas assez caractérisés pour qu'on en ait quelque chose à faire. Pourquoi devrait-on être triste de voir Wheeljack ou Ratchet brutalement exécutés si on n'a jamais eu le temps de s'attacher à eux? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais ce qui rend la mort d'Ironhide dans Dark of the Moon marquante, c'est qu'il était probablement le seul Autobot auquel on a vite fait pu s'attacher avec Optimus Prime et Bumblebee, et le voir se faire désintégrer de la sorte, avec le canon à rouille de Sentinelle, c'est surprenant, trash, mais en même temps logique.
Et encore une fois, c'est le genre de violence qu'on peut se permettre car, entre guillemets, c'est juste des robots, et Transformers navigue en permanence sur cette ligne pour parfois inclure le genre de violence qui ne passerait même pas dans un film classé R aux États-Unis. Sérieusement, imaginez la mort de Grindor avec un humain. Ou la mort d'Ironhide, de Ratchet, même Lockdown, ou encore Megatron dans Dark of the Moon. Malgré tout, la violence présente dans les 5 films de Michael Bay, et même dans tous les films en live action de façon générale, a permis de normaliser de nouveau cela dans la franchise, pour des médias bien meilleurs, dont on parlera après. Pour ce qui est des comics, depuis les premières publications de Marvel dans les années 80 jusqu'à 2024 et l'univers de Skybound, il y a toujours eu un niveau de violence plus élevé et plus marquant que dans n'importe quel autre média, à part les films peut-être. Étant donné que le public est davantage de niche et que les restrictions sont moins présentes, les comics ont à de très nombreuses reprises montré de façon assez trash la brutalité de la guerre cybertronienne. On pourrait presque parler par moments de gore robots. Si les comics G1 avaient leur lot de moments de ce type, les suivants de la G2 au début des années 90 sont connus pour avoir poussé le bouchon un peu trop loin. Pas que ce soit trop violent ou choquant, mais surtout que c'était... peut-être trop. Mais c'était aussi l'époque qui voulait ça. C'est d'ailleurs l'un des principaux éléments que les gens retiennent de ces derniers, le style graphique assez violent. Mais du côté des histoires plus récentes, les comics qui ont selon moi le mieux utilisé la violence de façon à la fois graphique et intelligente, c'est les comics IDW, en particulier la trilogie des Wakers et la saga More Than Meets the Eye. La violence présentée dans ces derniers est parfois brutale, avec des personnages qui meurent sans qu'on s'y attendent, ou des dessins assez perturbants. Mais même si certains pourraient se plaindre de l'aspect too much entre guillemets que ça peut avoir, pour moi c'est au contraire une bonne chose. Quand on voit un personnage qu'on aime, ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, être tué brutalement, ça ne laisse pas de marbre, car à la différence des films, les persos sont ici un minimum présentés et développés. Je dis pas que c'est le summum de la caractérisation à chaque fois, car quand on a autant de personnages à gérer, c'est parfois difficile de tous les mettre autant en avant, mais tous ont droit à leur moment qui permettent de s'y attacher au préalable. D'ailleurs, sans vouloir trop spoiler, mais même dans les comics plus récents publiés par Skybound, ça envoie énormément à ce niveau. On sent la brutalité des coups, et ce que chaque personnage prend comme dégâts. C'est probablement d'ailleurs le meilleur média Transformers à ce niveau, depuis les 2 séries de chez IDW citées précédemment. Pour refaire un lien avec les films, le Optimus des comics IDW aussi a quelques kills franchement violents, en particulier face à Galvatron, qui l'abat puis décapite afin d'amener sa tête aux humains comme preuve de sa victoire. C'est brutal, oui, c'est peut-être un peu too much aussi, mais on rappelle que dans cette timeline, le personnage est loin d'être tout blanc, et est développé de la sorte tout au long, rendant son action plus compréhensible, même si à mon sens ça reste un peu trop. On pourrait également citer la façon absolument immonde dont Thunder tue ses victimes, en les faisant se replier sur elles-mêmes. Vraiment, imaginez ça avec des humains, vous repliez sur vous-même de l'intérieur de la sorte, c'est cauchemardesque. Mais si je vous parle de violence plus assumée dans Transformers, je suis sûr que vous allez être beaucoup à me citer Transformers Prime, et c'est totalement normal. Contrairement à d'autres séries qui voient arriver les éléments sombres et plus osés au fur et à mesure, Prime pose les bases tout de suite en tuant dans le premier épisode Cliffjumper, l'un des Autobots sous le commandement d'Optimus. Cette mort, rendue d'ailleurs de façon assez graphique pour une série animée, avec de l'énergon qui s'écoule de son torse, est l'exemple typique de la ligne assez fine que Transformers Prime va faire en sorte de frôler, mais jamais vraiment dépasser. Encore une fois, ce qu'on voit parfois à l'écran vaudrait des interdictions sévères si les personnages étaient des humains et non des robots. Mais même pour ça, beaucoup de personnes s'accordent à dire que la classification TVY7, soit 7 ans et plus, accordée à la série, est trop soft, même si ça concerne plus certains épisodes que d'autres. L'épisode Predatory est souvent cité en exemple, épisode dans lequel on peut voir Arachnid capturé puis torturé physiquement, mais surtout psychologiquement, Arcee en tuant sous ses yeux son partenaire Tailgate. Même chose lorsque Starscream attaque cette dernière quelques épisodes plus tard, en reprenant ce gimmick d'énergon qui coule à divers moments tel du sang. Même si la violence n'est évidemment pas comparable à ce qui est fait dans le Bayverse ou à DW, Transformers Prime reste tout de même à ce jour la série animée qui a le plus mis en avant cet aspect de la licence et qui le fait revenir le plus de fois tout au long de son histoire, allant même jusqu'à tuer un personnage humain, Silas, qui était maintenu en vie à l'intérieur du corps décédé de Breakdown, ce qui en soi déjà est un concept absolument horrible. La seule autre fois où c'est arrivé, c'est dans Earthspark, autre série qui assume vers la fin d'illustrer plus graphiquement certaines choses. Cependant, depuis le début de la vidéo, vous avez peut-être l'impression que ce que je suis en train de vous dire, c'est que la violence dans Transformers, c'est forcément bien.
Or, ce n'est pas du tout le cas, et ce n'est pas mon objectif. Comme je l'ai dit, le propos de cette vidéo, c'est de parler de comment la licence a traité cela au fil des ans. Cependant, et ça je pense qu'il serait temps de le signifier, violence ne veut pas dire maturité. Dans une œuvre, une violence gratuite qui vient sans justification narrative ou simplement pour choquer, je n'appelle pas ça quelque chose de mature, j'appelle juste ça quelque chose d'edgy. Prenons un exemple simple, est-ce que Transformers Prime, en montrant des séquences plutôt violentes, peut être jugé comme une série mature? Ben globalement, oui. Elles accompagnent soit le développement des personnages, l'histoire, et puisqu'elles ne sont pas omniprésentes, ça les rend d'autant plus marquantes. A l'inverse, est-ce que la série War for Cybertron sur Netflix, en montrant qu'après avoir tué Ultra Magnus, Megatron a gardé sa tête décapitée dans ses quartiers, est-ce que ça c'est une série mature? J'en suis pas sûr, car à force de vouloir paraître ultra grave et sérieuse, elle en oublie d'être une bonne série au passage. De même, côté comics, la G2 a été ultra critiquée pour ses choix trop violents sans raison, pour raconter une histoire essentiellement pas si différente d'avant. A l'inverse, chez IDW ou même Skybound, la violence ne me pose pas de problème, car elle est suffisamment contrebalancée par un bon développement de personnages et une multitude d'autres qualités. Je précise quand même au passage que pour l'instant les comics Skybound ne sont qu'à leur début, donc c'est un peu trop tôt pour dire si c'est vraiment de la violence complètement justifiée ou si au contraire ça tendra avec le temps vers quelque chose d'un peu edgy. Transformers est une licence qui, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, a toujours été dans une sorte d'entre-deux sur le traitement de la violence pour ses personnages. Le fait que les Cybertroniens soient des êtres robotiques permet un niveau de violence qui serait impossible à atteindre avec des humains tout en restant tout public. Cependant, étant donné que ces derniers restent malgré tout les personnages centraux de presque tous les médias de l'univers, on s'y attache comme à n'importe quel autre personnage de fiction, ce qui peut rendre des affrontements ou même le sort de certains persos particulièrement marquants. Cependant, ce n'est pas la présence ou l'absence de violence qui rend une œuvre meilleure, mais ça peut l'élever ou au contraire la faire baisser en qualité en fonction de comment c'est utilisé, comme dans n'importe quelle fiction. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de ce sujet en règle générale, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, portez-vous bien, ciao!